Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. C'est salué comme le tout premier transfert de pouvoir pacifique de la République démocratique du Congo. Après des semaines d'agitation, de violence, de protestations, d'accusations de corruption et d'envoi de forces américaines au Gabon voisin sous prétexte d'une intervention potentielle, le nouveau président a finalement été confirmé dans le pays. On peut dire qu'il semble que tout le monde voulait un résultat différent, à l'exception des électeurs. Le président Joseph Kabila, qui était au pouvoir depuis 2 décennies, semblait être la figure clé de plusieurs États-nations qui considéraient le pays comme un lieu de pillage, en particulier en ce qui concerne les minéraux de terres rares, dont nous avons tous désespérément besoin pour alimenter nos luxes modernes, allant des batteries électriques aux armes sophistiquées. Il a souvent été aussi dit que la République démocratique du Congo fut le théâtre d'une guerre économique par proxy entre les puissances mondiales pour accès à ses richesses naturelles. Puisque Kabila était depuis longtemps le grand maestro qui dictait l'accès aux intérêts étrangers dans le pays, l'échiquier géopolitique serait-il maintenant complètement réorganisé? Et si oui, en faveur de qui? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Emmanuel Dupuis est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales. Bonjour. Bonjour Rachel. Leslie Varenne est directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques et spécialiste de l'Afrique. Bonjour. Bonjour Rachel. Et Christophe Rigaud est journaliste et directeur du site Africarabia, c'est bien ça? C'est bien ça. .com, consacré à la République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Alors, Emmanuel, je vais commencer avec vous. Est-ce que ça vous surprend qu'il y a eu un nouveau président élu dans la République démocratique du Congo? Alors ça ne me surprend pas parce que le président Kabila ne pouvait pas se présenter pour un 3e mandat. Oui, Donc mais il y avait son candidat préféré, non? Qui est un successeur au président Kabila. Néanmoins, le choix que les électeurs, les 36 millions et quelques de électeurs congolais ont fait me laisse un petit peu interrogatif. Je ne vais pas reprendre un débat qui a lieu, auquel d'ailleurs nous n'avons pas à prendre part, car nous ne sommes pas, et je ne suis pas électeur congolais. Néanmoins, la manière dont le processus électoral s'est tenu, la manière dont le processus électoral nous a tenus en haleine, la manière dont les résultats ont été annoncés, ont été potentiellement récusés, et la manière dont ils ont in fine été validés, me laisse un petit peu interrogatif sur la méthodologie qui a été employée. Et le résultat final escompté. In fine, le président Kabila reste au pouvoir. Il reste au pouvoir parce que... Il reste au pouvoir parce qu'il est sénateur à vie. Il reste au pouvoir car il pourra se représenter à l'occasion de la prochaine élection. C'est un président fantoche? Il reste... La personne c'est élue. le contraire. C'est le contraire. Il reste au pouvoir car son parti a la majorité au sein des 3 assemblées. L'assemblée, enfin, au niveau, il y avait 3 élections. Peut-être qu'il faut le rappeler aux électeurs. Une élection présidentielle, une élection législative et une élection provinciale. Il se trouve que la coalition qui était menée par son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, est majoritaire dans les 2 autres élections également. Puisque sur les 495 députés, il y en a 350 qui appartiennent au FCC, donc le camp de la majorité présidentielle. Et il se trouve qu'il a aussi raflé les provinciales. Ça veut dire qu'il a, entre guillemets, 2 des 3 pouvoirs législatifs entre les mains. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi toute une série de corps constitués qui, eux, n'ont pas eu besoin de changer de main puisqu'ils sont restés entre les mains de ceux qui étaient précédemment au pouvoir. C'est le cas de la magistrature, c'est le cas des forces armées et c'est le cas de l'appareil de sécurité. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a eu alternance, mais certains peuvent dire une alternance en trompe-l'œil car la Kabylie est encore là. Leslie, si j'ai bien compris, il y avait un candidat préféré de Kabila qui n'était pas élu, c'est ça?
Alors, il y avait l'autre candidat. Et c'est l'inverse. C'est ça. Non. C'est un peu compliqué cette affaire. En fait, ce qui se dit, mais moi je suis très mesurée sur ce dossier parce que, comme vous le savez, la RDC, il y a beaucoup d'acteurs régionaux, il y a beaucoup d'acteurs internationaux. C'est vraiment un pays extrêmement stratégique. Donc, je suis très mesurée. On ne connaît pas encore tous les dessous des cartes, notamment tous les dessous de ce qui s'est passé à Genève lorsque les opposants se sont rencontrés pour choisir l'opposant unique qui devait être choisi. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont finalement déchiré le papier qu'ils avaient signé. Tout ça est très complexe, il y a beaucoup de coulisses là-dessus. Je commence à avoir des pistes, mais pour autant, il faut être très mesuré sur le fait que sur les élections en elles-mêmes, moi je considère qu'elles n'ont pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que les élections étaient organisées de telle manière, c'était tellement un désordre absolu que ça n'a pas eu lieu. Donc, si vous voulez, je fais pas quand les résultats ont été contestés, les contestations ont été aussi stupides que l'élection, puisque de toute façon, même quand les journaux TV5, le FT, etc. ont donné des chiffres, je ne sais pas sur quoi se basaient ces chiffres. Ils se basaient en grande partie sur la CENI que personne ne reconnaît pour avoir fait un travail acceptable. Les fraudes avaient été bien en amont, des PV n'avaient pas été débouillés, donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Sur les chiffres de la RDC, sur les chiffres de la SENCO, l'Église catholique, qui avait envoyé des observateurs, ces chiffres contestés se basaient que sur 42%. Donc tout cela est un tel désordre, c'est tellement trouble que c'est vraiment très difficile de prendre une position. Christophe Rigaud, qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette élection, Joseph Kabila n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas se représenter. Donc son premier choix, c'était que son candidat qu'il avait désigné, son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari, puisse lui succéder. Le problème, c'est que voilà, ce candidat était très impopulaire et qu'à la suite des élections, il était clair qu'il était très compliqué d'imposer ce candidat, même en tripatouillant les élections. Donc face à cette problématique, Joseph Kabila n'avait qu'un seul choix, c'était de faire gagner peut-être l'opposant qui lui serait le moins défavorable. Et cet opposant qui lui était le moins défavorable, c'était Félix Tshisekedi. L'autre opposant étant effectivement a été soutenu par deux autres opposants de poids, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, et Joseph Kabila ne voulait absolument pas que ces personnalités reviennent dans le jeu politique. Donc c'est vrai que voilà, on est quasiment sûr maintenant que Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections. Mais on ne sait pas qui les a gagnés non plus. On ne sait pas qui les a gagnés. Maintenant, il y a la SENCO, c'est-à-dire l'Église catholique, qui pour la première fois a publié ses résultats. Ils avaient 40 000 observateurs sur le terrain qui ont donné des résultats. Et selon ces résultats, voilà, c'est Martin Fayulu, c'est-à-dire le troisième, qui il y avait trois candidats, deux opposants et le candidat de Joseph Kabila. Et en fait, c'est un petit peu qui perd gagne, c'est-à-dire celui qui est arrivé troisième est arrivé premier. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une stratégie de Joseph Kabila qui est utilisée depuis très très longtemps, qui est en fait de négocier avec ses opposants pour prolonger son pouvoir. Donc ce qui se dit, et j'en terminerai là, c'est juste qu'il y a eu négociation avant la publication des résultats entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour en fait un partage du pouvoir et que effectivement Joseph Kabila reste à la tête d'un système sécuritaire et d'un système économique qui lui permet de garder le pouvoir. Moi, je veux mesurer je veux être plus prudente sur deux choses. C'est sur la SENCO, dont on nous vend les résultats comme des résultats absolument justes. La SENCO n'était pas tout à fait non plus indépendante dans ce dossier, puisqu'elle avait quand même tous les moyens de l'Union européenne. Et les résultats qu'elle donne, déclarant Fayulu entre 59 et 62 et Tshisekedi entre 15 et 19,
c'est pas tellement crédible non plus. Donc moi, je trouve que ça correspond quand même à la répartition géographique des forces politiques entre Tshisekedi Bemba, arrivant en troisième position Bemba, entre 15 et 19. Bemba Katumbi qui avait quand même Moi, ça me l'Est paraît... et le poids l'Ouest. électoral de chaque province. Voilà, maintenant je suis d'accord que effectivement ces résultats ne sont que des estimations et l'élection, c'est quand même grave. Emmanuel Dupuis, pourquoi est-ce que cette élection est tellement importante pour tellement de pays étrangers, les États-Unis, la France, déjà, etc. C'est important parce qu'il y a 80 millions d'habitants dans ce pays, donc ça aussi, c'est quand même le pays qui est le premier pays francophone au monde. Oui. Donc, il y a plus de locuteurs francophones évidemment que sur le territoire hexagonal. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est important parce que c'est une forme de modèle ou de matrice électorale. Il y a toute une série de scrutins qui vont se dérouler dans des configurations dans lesquelles, au mieux, si ça s'était bien passé, on aurait pu le prendre comme modèle, mais au pire, on va le prendre comme contre-modèle. Regardez ce qui s'est passé en RDC. Eh ben, nous, on peut très bien le faire à notre plus modeste niveau. En gros, je résume, pour que les choses soient claires. Si c'est passé en RDC, il n'y a aucune difficulté pour que ça passe dans des configurations dans lesquelles il y a moins d'électeurs et dans lesquelles la pression internationale sera moins forte. Donc c'est un très mauvais signal. L'insécurité électorale est un très mauvais signal. Pour compléter ce qui a été dit, au-delà de la validité des résultats de la Senco ou celle de la CENI, je crois que le président Kabila avait un plan A et un plan B. Le plan A, c'était son candidat, qui vraisemblablement, et ça c'est une réalité, arrive troisième. On ne peut pas dire qu'il arrive. Oui, Chadari arrive troisième. Moi, je suis persuadé de ça. Ça se joue entre les deux candidats. Oui. Le candidat de l'opposition traditionnelle, le fils d'Étienne Tshisekedi qui est mort en février 2017. Donc une sorte de tradition du candidat de l'establishment. Donc issu de l'UDPS avec une idéologie socialisante, une idéologie qui n'a pas gagné quand même. Si, c'est comment vous voulez le dire? Vous ne pouvez pas le dire. Il est président. Vous ne pouvez pas dire. Il n'y a pas eu d'élection. Vous ne pouvez pas le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vieille opposition, une sorte un parti très implanté, de candidats très implantés sur le territoire national, auprès des diasporas, notamment en Belgique d'ailleurs. Le père de Félix Tshisekedi est décédé à Bruxelles, avec là aussi une vieille idéologie de l'opposition. Le père de Félix Tshisekedi était opposant de Mobutu, il était opposant du père Laurent-Désiré Kabila, et il était opposant également de Joseph Kabila. Et puis une nouvelle forme d'opposition, et vous avez raison Christophe, avec une opposition un petit peu hors sol. Moïse Katumbi, qui était gouverneur du Katanga, avec une filiation, des proximités beaucoup plus anglo-saxonnes que francophone ou européenne. Jean-Pierre Bemba, qui a une particularité d'avoir été un chef de guerre, un milicien, du reste qui a été blanchi par les CPI. C'est un autre acquitté de la CPI après 10 ans. Bemba qui a impacté sur l'acquittement et la potentielle mise en liberté de Blé-Goudé et de Laurent Gbagbo. Bref, avec une opposition nouvelle, plus forte, avec une volonté de rompre avec le système de Kabila. Alors, et je termine. Le plan B, c'était d'avoir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, qui apparaissait comme malléable ou d'une certaine façon plus docile, sans aucun jeu de mots, plus acceptable dans une continuité sans réel changement. Alors j'espère qu'on va pouvoir reparler de ce qui est en train de se passer maintenant, parce que ce qui est en train de se passer depuis cette première semaine est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que je pense que on peut être démenti dans pas très longtemps d'heure en heure. D'heure en heure, parce qu'il y a quand même, depuis une semaine qu'il a pris le pouvoir, il y a quand même quelques signaux forts extrêmement positifs. Alors, quelle est la relation avec le pouvoir dans ce pays et les intérêts étrangers qui sont présents pour des raisons de ressources? Christophe. C'est essentiellement les mines. En fait, ce sont les grandes entreprises minières. Donc, il faut savoir que avant de partir, Joseph Kabila avait réussi à renégocier les contrats avec les miniers pour que ça permette plus de rentrée dans les caisses de l'État. Bon, il se trouve que là, depuis quelque temps, le cours du cuivre et du cobalt a légèrement baissé, donc tout ça va pas être possible. Mais effectivement, il y a cette relation qui est
un pays qui n'a qu'une seule grosse activité économique rémunératrice, ce sont les mines. Le problème, c'est que ce que rapportent les mines ne finissent pas dans les caisses de l'État. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est un budget entre 5 et 6 milliards de dollars, c'est-à-dire à peine le budget de la ville de Paris. Voilà, pour un pays de 80 millions d'habitants, grand comme 5 fois la France. Alors si ça ne finit pas dans les caisses, c'est un gros problème de corruption. Plusieurs ONG ont essayé de tracer ce qui devait retomber dans les caisses de l'État. Et rien qu'entre 2011 et 2014, par exemple, il y a 750 millions de dollars de la Gécamine, qui est l'entreprise d'État minière, qui ont disparu. Est-ce qu'il y a un pays ou un autre qui est favorisé dans cette affaire sur le terrain? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis longtemps, la RDC, depuis toujours, ce sont les présidents américains qui ont choisi les présidents à RDC. Et tous. C'est le cas aujourd'hui. Les États-Unis. Au moins un Mobutu. Après, le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Derrière la FDL de Laurent Désiré Kabila, il y avait qui? Il y y avait le Rwanda. Oui, et le Rwanda, c'est un allié de qui? Effectivement, mais bon, ils sont pas arrivés par la grâce de Dieu, quoi. Tout à fait. Plus par le Rwanda que par les Américains. En tous les cas. Oui, mais enfin, les Américains qui avaient aidé Kagame à venir au pouvoir. Tout à fait. Mais après, le Congo n'était pas dans le plan des Américains. Ah oui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je finis. Et Kabila père commence à avoir une politique souverainiste. Il signe en 99 une coopération avec la Russie. En 2001, il meurt dans des circonstances qui sont toujours non élucidées. Bon. Ensuite arrive Kabila fils, qui sort un peu de nulle part, mais qui est soutenu à ce moment-là aussi par les Américains, par l'Union européenne, par tous les Occidentaux. Et en 2008, Joseph Kabila va se rapprocher de la Chine, va donner énormément de contrats miniers à la Chine. Il y a une entreprise qui est extrêmement importante, c'est la Sicomine. Donc, il va donner tous ces contrats miniers à la Chine, et là, il commence à y avoir des frictions très nettes, et on le verra tout au long de son mandat et jusqu'à la fin, où les États-Unis sanctionnent, etc. Bon, ils sanctionnent aussi pour des raisons qui étaient justes, mais la répression, les meurtres, etc. Donc là, c'est peut-être la première fois que les États-Unis n'ont pas eu leur mot à dire, ou que leur candidat n'a pas été choisi dans cette affaire, parce que il faut rappeler aussi que Kabila fils a signé, c'est en juin 2017, un accord de coopération avec la Russie. Alors pourquoi est-ce qu'il a basculé? Alors, moi, je ne dirais pas qu'il a basculé, mais tout ce qui a été dit est vrai, et je le partage, en précisant et en revenant à votre réponse par rapport à qui bénéficie le plus. Enfin, il faut quand même avoir à l'esprit que la RDC est un continent, et que la plupart des pays qui sont limitrophes de la RDC sont en crise. Et donc forcément avec une immixtion et d'une certaine façon une dérivation de le caractère chrysogène des différentes crises en question. C'est le cas de Soudan du Sud, c'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas de la RCA, c'est évidemment le cas du Rwanda. Donc d'une certaine façon, chacun a utilisé la RDC comme une sorte d'échappatoire pour essayer avoir moins à gérer les problèmes internes. C'est le cas du Rwanda ou c'est le cas de l'Ouganda, et d'une certaine façon un petit peu l'Angola pour d'autres raisons, mais pour des raisons économiques. Donc il y a évidemment en RDC d'abord une ingérence régionale et un impact de la part des pays du voisinage. Une des raisons pour laquelle l'Union africaine a étonné dans sa volonté de faire la lumière sur le processus électoral, c'est que le président Kagame, est encore président pour quelques jours de l'Union africaine. Et d'une certaine façon, il a tordu, ou d'une certaine façon obligé le président de la commission, Moussa Mahamat Faki, donc d'être un petit peu plus dur pour exiger, comme vous le savez, une mission d'observation qui finalement n'a pas eu lieu, puisque la CENI a in fine invalidé le recours de Martin Fayulu. Donc il y a ce rôle très particulier du Rwanda qui s'est trouvé d'une certaine façon à ne plus avoir son mot à dire dans le processus politique.
Tout le monde sait que le Rwanda soutenait Kabila jusqu'à ce que Kabila invalide cette relation avec le Rwanda, au profit de l'Angola, du reste, pour des questions de capacité d'accession ou d'accessibilité du secteur minier. Vous avez raison de dire qu'il y a aussi un paradoxe. Le Rwanda est devenu le premier exportateur de cobalt, de coltan plutôt, alors qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas un gramme de coltan sur son territoire. Donc, et il y a des usines de coltan il est allé chercher. Il est allé chercher comment ça il est allé chercher de l'autre côté de la frontière. Enfin, il y a des usines de transformation de coltan. C'est une réalité stratégique. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, en disant que non seulement son pays était immensément riche, mais que évidemment c'était pas les bonnes personnes qui s'enrichissaient, et puis en mettant le doigt sur le fait qu'il y a une ingérence ou des intérêts économiques. Pour revenir sur les États-Unis et la Russie, évidemment, l'accord sur la défense était en gestation déjà depuis 19 ans. Hein. Donc il a fallu quasiment 20 ans pour qu'il soit concrétisé. Mais ça veut dire qu'il y a sans doute un jeu par dérivation où effectivement les Américains se trouvent fort maris de ne plus avoir cette prise et à Kinshasa et à Brazzaville, et les Russes, justement, qui en bénéficient parce qu'ils sont dans une logique où entre le Soudan du Sud, la RCA, et maintenant la RDC, il y a une verticale qui est en train de se créer où, évidemment, ils sont attendus et ils offrent une alternative. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis leur veto au moment où la France avait demandé, 2 jours après l'élection, que le Conseil de sécurité mette la pression sur le processus électoral. Et ce qui est intéressant, si je peux me permettre 2 secondes, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui s'est passé en RDC reflète bien la recomposition géopolitique du monde en ce moment et le retour des Russes et des Chinois en Afrique, et que ça, si vous voulez, qu'on n'avait pas vu depuis la chute du mur de Berlin. Donc ce qui se passe actuellement en RDC, c'est un peu le reflet de cette recomposition géopolitique mondiale. Et je rajoute le reflux des Européens, surtout. Et le reflux des Européens et des Occidentaux, et ça a beaucoup desservi Fayoulou, entre autres. Hein. Et Christophe Rigaud, on évoque souvent le sujet de mercenaires qui sont sur le terrain dans la DRC, la RDC, pardon, j'ai utilisé la terminologie anglophone. Est-ce que, apparemment, ils sont rattachés à des entreprises qui sont présentes sur le terrain, des entreprises minières? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Non, moi j'ai vraiment aucune information particulière. Je ne sais pas ce que vous appelez mercenaires exactement. Des contracteurs de sécurité. Oui, c'est surtout les Africains. Vous pensez aux Africains du Sud, les sociétés militaires privées. Oui, ça c'est pas. Oui, voilà, on en trouve un petit peu sur le gardiennage des Non, mais qui travaillent sous prétexte de sécurité pour des entreprises minières qui sont présentes sur le terrain. Déjà, ils assurent la protection des sécurités minières et donc de l'exploitation. Mais la question devient, est-ce qu'ils ont un rôle qui est plutôt plus cinétique que sécuritaire? Non, moi, je veux pas prendre le temps de parole de Christophe. Je rajoute quand même un élément. Hein, c'est qu'il y a depuis maintenant plus de 25 ans la plus grosse opération en hommes et en budget des Nations Unies, et que rien que ça, je vois pas en quoi il peut y avoir un rôle ou un impact des mercenaires. L'unique, votre question, c'est de dire est-ce ils peuvent être utilisés par le clan du président comme une forme pour mettre la pression interne. Sur une population qui... Oui, il y a des milices, il y a des groupes armés, il y a des méchants groupes armés au Congo. Ils n'ont pas besoin de mercenaires. Ils n'ont pas besoin. Le pouvoir en place, en tous les cas, le pouvoir Kabila tient assez bien le système sécuritaire, que ce soit la garde présidentielle, que ce soit les services de renseignement pour en fait... Mais pour les entreprises étrangères qui sont là pour exploiter les ressources. Non, ils ont leur garde. Non, ils ont effectivement leur même la propre garde présidentielle privée. Mais voilà, a priori, tout ça se fait en bonne intelligence, je ne sais pas. Je vois la question de Rachel. C'est fini le temps où on pouvait parachuter des mercenaires ou des forces étrangères pour faire changer, avoir un impact sur la gouvernance, comme ce fut le cas, comme nous l'avons fait. Il faut avoir un prétexte un peu plus malin, quoi.
Voilà, on sautait sur le Mubashir, C'était sur Kolwezi. Sur Kolwezi, ou maintenant sur le Mubashir, n'aurait pas cet impact de changer la situation politique à Kinshasa. Cela dit, les groupes armés des pays de la région de l'Ouganda et du Rwanda, oui, déstabilisent la RDC. Et là, on entre dans un phénomène extrêmement compliqué. Mais c'est pas des mercenaires, c'est des miliciens. C'est ceux qui tuent à Béni. C'est aussi très compliqué parce qu'il y a aussi des Congolais dans l'histoire. Donc c'est pas uniforme, quoi. C'est pas blanc-noir. On est dans des zones extrêmement grises. Et lorsqu'il y avait des soucis à la suite de l'élection, des conflits, des protestations, pourquoi est-ce que les États-Unis ont envoyé des troupes ? Alors, les États-Unis n'ont pas vraiment envoyé les troupes. Il y a eu, je crois, 80 Marines, eux, essentiellement pour protéger leurs ressortissants en cas de problème. Et avec 80 Marines, vous ne faites pas grand-chose dans un pays qui est grand comme 5 fois la France et 2 millions de kilomètres carrés. Vous faites rien. Donc ça, je pense que c'était vraiment quantité négligeable. Et ça a été utilisé un petit peu, effectivement, politiquement, localement. Mais je veux dire, ça n'avait aucun poids, aucun impact. La meilleure preuve en est, c'est que... Je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais Christophe a raison, 80 Marines. Franchement, si on veut changer les choses, on envoie beaucoup plus de Marines. Déjà. Non, ça c'était la déclaration officielle. Mais bien avant cette déclaration officielle des 80 Marines qui étaient au Gabon, il y a eu des Marines qui sont arrivés à Brazzaville. Vous avez dû avoir l'info. Oui, mais et il y avait on a vu... pour protéger les ressortissants américains. Voilà, oui. Comment ? Pour protéger les ressortissants américains en cas de problème. Alors, moi, je pense... Le département d'État ce que je pense... avait mis une alerte pour que le personnel non indispensable se rassemble dans les lieux prévus à cet effet, comme nous le faisons en niveau des évacuations en cas de coup ou autre. Moi, l'idée que j'ai, l'analyse que je fais, elle est peut-être fausse, mais l'analyse que je fais, c'est que les États-Unis ont pensé à un moment, et je pense que c'était effectivement le plan A, que Kabila allait proclamer Chadari vainqueur. Et si Kabila avait proclamé Chadari vainqueur, les Congolais qui n'en pouvaient plus du système Kabila, effectivement se seraient soulevés et effectivement il y aurait eu des troubles. Mais là où Kabila, je pense, a été très malin, c'est que pour éviter une intervention étrangère, a changé son fusil d'épaule. Bon, s'il y avait intervention étrangère en cas de trouble, je pense que c'est pas l'armée américaine qui serait intervenue, c'est plutôt les armées régionales. Et je pense même pas, bien sûr. Et je pense même pas, je pense qu'il faut tirer un trait sur toute intervention étrangère en République démocratique du Congo dans les prochaines années à venir. Mais ce que je veux dire, c'est que ils étaient là en cas de trouble. En cas de trouble pour leur malheureusement, on est à la fin de l'émission. Non, attends, il y a bien de choses à dire encore. J'aimerais bien. Alors, disons que la diplomatie américaine était plus virulente cette fois-ci que précédemment. Malheureusement. Emmanuel Dupuis, les Iva et Christophe Rigaud, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desormondial.com ou sputniknews.com.